Bonjour Brice Teinturier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous avait reçu récemment pour évoquer évidemment la présidentielle. Rien ne se passe comme prévu. C'est plus vrai que jamais, cette phrase en politique. Et évidemment, à cause de la guerre. Vous êtes délégué général d'Ipsos. Vous avez publié, il y a quelques jours, samedi, une enquête avec le Cevipof et la Fondation Jean Jaurès pour sonder les Français face à la guerre et les conséquences sur la présidentielle. Je précise que votre enquête porte du 24 au 27 février. Le 24 février, c'est le début de la guerre. Et que pour être tout à fait complet, vous avez à nouveau relancer l'enquête 2 et 3 mars. Donc, on a vraiment une photo, grâce à vous, assez précise. Les Français face à la guerre, ce qui saute aux yeux, Brice Teinturier, parce qu'au tout début, on disait, ils sont très loin, les Français. Pas du tout. Ils sont très touchés par ce qui se passe. Bien évidemment, ce n'est pas pour eux un problème de relations internationales, ni même une crise internationale. C'est la guerre aux portes de l'Europe. C'est une inquiétude massive. C'est près de 95% des Français qui expriment leur inquiétude et avec une intensité très forte. Quand vous regardez les très inquiets, on est à plus de 40% de très inquiets, ce qui est beaucoup en réalité. Et les Français sont extrêmement inquiets à la fois par le conflit en lui-même, par sa possible extension, par le risque nucléaire, même s'il est un peu moins fort, on est là dans la zone des 75%, mais c'est évidemment un conflit qui a fait irruption dans la campagne, et c'est une menace de mort, une menace de désagrégation. Alors un petit peu comme le virus, vous savez, la pandémie avait fait irruption chez les Français, avec un sentiment de vulnérabilité extrême, mais l'analogie, elle s'arrête là. Parce que le virus, la pandémie, c'était quelque chose de subi, d'extérieur. Là, c'est une crise totalement politique et elle se déroule aux portes de l'Europe. Donc c'est le contraire complet de l'indifférence à l'égard de ce qui se passe en Europe, certes, mais à l'autre bout, complètement à l'Est. Exactement. Et donc, cela traverse la campagne présidentielle, bien évidemment. Cela inquiète fondamentalement les Français. Il y a les répercussions économiques. On a beaucoup dit les Français sont inquiets parce que le pouvoir d'achat... C'est vrai que le pouvoir d'achat reste la première des préoccupations, mais à quasi-égalité. Ça, vous l'avez mesuré. Première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Juste derrière, c'est l'Ukraine. Juste derrière, à un point près, c'est l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui fondamentalement fait irruption dans la vie des Français, qu'ils regardent non pas de loin, mais qu'ils regardent en se disant c'est une crise qui nous concerne, qui concerne le pays, qui concerne l'Europe. Donc j'ai envie de dire, ça change tout quand même. Ça change tout à la campagne. On commençait à rentrer enfin dans la controverse qu'il devait y avoir avec la candidature d'Emmanuel Macron, et les choses se mettaient un peu en place. Et on a cette guerre qui, à nouveau, congèle un certain nombre de choses et donc prend les Français à partie. On va venir dans le détail, mais vous dites les Français donc, se sentent tous concernés par cette guerre. Plus ou moins en fonction de leur champion, la présidentielle ou pas. Ça, c'est intéressant de voir dans le détail. Il y a aussi de grandes différences de niveau d'inquiétude suivant les électorats. Si vous regardez sociologiquement, bon, une fois qu'on a dit que les femmes et les plus âgés sont les plus inquiets, un peu plus inquiets, il y a ces petites différences sociologiques, il y a peu de différences selon les catégories sociales. Que vous soyez employé ou cadre supérieur, le niveau d'inquiétude, globalement, il est le même. En revanche, par électorat, vous avez des différences. Et notamment, l'électorat d'Emmanuel Macron est le plus inquiet. Les électorats de Jean-Luc Mélenchon, d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen minorent ce qu'il se passe, en tous les cas, expriment une inquiétude moindre que ce qu'on trouve ailleurs dans d'autres électorats. Ça veut dire que quand on a eu une proximité avec Poutine, même si on dit aujourd'hui que ça n'est plus le cas, mais on l'a eu, ben finalement, on est moins inquiet par les actes de Poutine que quand on a toujours marqué une distance à l'égard du maître du Kremlin. C'est comme ça, c'est la lecture. Oui, tout à fait. On a tendance à dire c'est un conflit, pour le coup, là, qui relève d'enjeux de souveraineté. Finalement, il y a un pouvoir, on ne l'excuse pas, mais il y a un pouvoir en Russie qui agresse un autre pays, mais on le met un petit peu à distance. En tous les cas, on ne considère pas, ou moins que les autres électorats, que c'est quelque chose de gravissime. L'idéologie filtre la peur, d'une certaine façon. C'est l'autre aspect, moi je crois, fondamental. C'est-à-dire que quand vous regardez ensuite les répercussions sur les électorats, toujours, et sur la façon dont les électorats se comportent, l'électorat d'Emmanuel Macron, il met très fortement en avant la personnalité. Les autres électorats, que ce soit celui de Jean-Luc Mélenchon, de Jadot, de Zemmour ou même de Le Pen, mais un peu moins pour Le Pen, ils mettent en avant les idées. Ils mettent en avant non pas la personnalité de leur leader, mais les idées qu'ils défendent. Donc on a un vote idéologique d'un côté, très fortement marqué,
Et de l'autre côté, on a un vote plutôt autour de la capacité de quelqu'un à faire face à une crise. Brice Ceinturier, la guerre percute l'élection et d'abord la campagne. C'est du jamais vu pour une présidentielle. C'est du jamais vu. On avait malheureusement connu en 2015 un attentat terroriste en France, quelques jours, souvenez-vous, avant les élections régionales. Et ça avait créé des effets sur la mobilisation, ça avait profité au Front National à l'époque. Mais une guerre qui percute la campagne électorale, la campagne présidentielle, qui vient à nouveau en partie congeler les débats, ça c'est tout à fait inédit. Et c'est potentiellement très préjudiciable au processus démocratique. Il est impératif que les grands choix qui doivent présider à ce que va être la France dans les 5 années à venir se prennent aujourd'hui avec l'assentiment des Français, devant les Français, et qu'ils soient défendus. Si ces choix ne sont pas débattus, eh bien, le risque démocratique, c'est que nous aurons un président qui aura été élu dans des conditions extrêmement particulières, mais du coup, on le payera potentiellement plus tard, parce qu'il n'y aura pas eu cette scène de délibération qui se clôt par une élection qui sanctionne un certain nombre de grandes options. Et on les retrouvera, ces options. Donc vous vous rangez dans le camp de ceux qui disent que si on n'aborde pas dans cette campagne des thèmes qui sont devenus secondaires aujourd'hui, la sécurité, les salaires, on les augmente de 3 ou 10%, enfin, on n'en parle plus du tout. Si on ne fait pas ça malgré tout, si on ne s'oblige pas à organiser, et si les candidats ne s'obligent pas à se confronter là-dessus, on aura une élection escamotée. On aura peut-être la reconduction du président de la République, parce qu'il est le mieux placé dans cette période-là, mais moi je préfère parler à ce moment-là d'une reconduction plutôt qu'une réélection. Et les thèmes secondaires, ils sont peut-être secondaires, ils le sont aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe évidemment en Ukraine, quand on voit la menace que l'Ukraine comporte, et puis les implications humaines, politiques, géostratégiques. Mais demain ou après-demain, ce ne sont pas des enjeux secondaires. La question du pouvoir d'achat pour les Français, ce n'est pas secondaire. La question des réformes, des retraites, la question environnementale, la crise environnementale, elle reste très forte aussi pour de nombreux Français. Donc il y a des sujets majeurs qui doivent être abordés, ce qui ne veut pas dire qu'on exclut la question de l'Ukraine. Là, véritablement, j'ai envie de dire, en même temps, il faut à la fois que la question de l'Ukraine ne soit pas évacuée, mais il faut aussi que le débat démocratique ait lieu. Donc vous dites aux candidats et à leurs équipes, attention, une élection, une campagne, c'est un moment démocratique où on purge aussi. On met sur la table des préoccupations. Si elles ne le sont pas, malgré l'Ukraine, eh bien, il y a un risque après. On le paiera après. On le paiera après parce que vous aurez, dans quelques mois, au moment où il faudra prendre des décisions sur un certain nombre de mesures économiques, sociales, institutionnelles peut-être, eh bien, vous aurez des Français qui diront « mais moi, je n'ai pas eu ça pendant la campagne électorale, je ne l'ai pas sanctionné » ou ça n'a pas été sanctionné démocratiquement. Oui. Mais pour être tout à fait complet, certains des candidats disent ce que vous dites d'une certaine façon. Il faut cette confrontation maintenant que le président est candidat. Mais l'équipe de la majorité dit mais elle existe la campagne, on va pas faire comme s'il n'y avait pas eu de campagne. Des candidats sont en campagne depuis des mois, parfois même des années presque. Donc ne nous faisons pas ce coup-là, ne faisons pas le coup de dire il n'y a pas de campagne, il y en a une depuis des mois. Il peut y avoir une campagne depuis effectivement des mois, mais la question c'est est-ce que les Français sont en situation d'entendre ce qui est débattu? Et la réponse c'est très massivement non. D'abord il y a eu le Covid qui a préoccupé, fatigué, inquiété les Français. Donc ils étaient polarisés sur cet enjeu. Alors oui, certes, on peut dire qu'il y avait des candidats et des médias qui faisaient leur travail. Mais il n'empêche que les Français n'étaient pas en campagne électorale, pas en situation de récepteur par rapport à une campagne électorale. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui percute à nouveau cette campagne électorale. Et vous avez raison de rappeler, il y a eu le Covid qui a fatigué les Français. Et ce sont ces Français fatigués, c'est nous, qui maintenant faisons face à un événement tragique. Absolument, et on est donc dans l'inquiétude, beaucoup plus que dans la colère ou la mobilisation. Alors le taux d'intérêt à l'égard de la campagne électorale, il remonte. Parce que les Français, pour le coup, à travers l'Ukraine... C'est très intéressant. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils vont beaucoup plus aller voter. On n'en est pas encore là. En revanche, parce que l'Ukraine frappe les esprits, parce que l'Ukraine déboule dans ce paysage politique, tout cela provoque un intérêt accru pour la campagne présidentielle. Et tant mieux, mais un intérêt accru qui est vraiment drivé beaucoup plus par l'Ukraine que par les propositions autres des candidats. Oui, parce que ça pourrait sembler paradoxal que sous l'effet d'un événement international tel que cette guerre, les Français s'intéressent
finalement à ce qui les regarde seulement eux. La présidentielle, vous dites oui, l'intérêt pour la présidentielle L'intérêt remonte, mais parce que justement, à cause de l'Ukraine aussi, Oui. les Français sont attentifs à ce que les différents candidats disent à propos de l'Ukraine, comment ils se comportent. Il y a là un événement majeur et qui joue sur la focale, la grille de perception du comportement et de la personnalité des candidats par rapport à cet événement majeur. Alors, entrons sur l'effet que ça produit sur les intentions de vote. Vous mesurez qu'en ce qui concerne Emmanuel Macron, il gagne 4 points. Il est crédité, selon Ipsos, son prestataire, 30,5% des intentions de vote. Je ne sais pas si on peut voir le rolling IFOP que nous avons chaque jour. Il est crédité de 29%. C'est presque vient à un point. On est dans la marge d'erreur. C'est à peu près les mêmes intentions de vote. La guerre, pour dire les choses crûment, la guerre avantage le président candidat. Oui, totalement. On a d'abord une montée, une dynamique qui a été très forte. 4 points en quelques jours, c'est énorme. C'est énorme pour un sondeur que vous êtes. Donc on voit très bien que cet événement, il est majeur, comme je le disais. L'inquiétude, elle est extrêmement forte. Et du coup, il y a ce phénomène que beaucoup ont décrit de ralliement autour du drapeau. Mais je crois qu'il n'y a pas que cela. C'est pas simplement comme si les Français, là, tout à coup, se ralliaient au président de la République uniquement parce qu'il y a un événement tragique. C'est parce que dans cet événement-là, ils comparent. Et ils se disent qui a le plus la stature. Et là, pour le coup, on l'avait déjà noté avant l'Ukraine, la stature présidentielle, elle est plus forte pour Emmanuel Macron. Donc ça a boosté cette dimension et ça met en grande difficulté les autres candidats parce qu'ils ont du mal à s'imposer dans une telle séquence. Dans sa vidéo publiée vendredi de candidat, il dit vouloir répondre. Alors justement, je vais répondre, je vais expliquer, je vais argumenter. Il prétend vouloir faire ce que vous dites qu'il faut faire, c'est-à-dire être en campagne. Mais il dit aussi le président va travailler, continuer de travailler, ce que les Français peuvent comprendre. Finalement, quand il avait dit je vais travailler jusqu'au dernier quart d'heure, il faut maintenant le prendre au sens littéral. Oui, j'ai envie de dire oui, hélas, parce que ça veut dire que jusqu'au dernier quart d'heure, nous allons avoir un président qui sera confronté à la crise ukrainienne, bien évidemment, des Français qui peuvent le comprendre en partie, mais peut-être à nouveau le risque d'un débat escamoté sur son bilan, et il faut que ce débat ait lieu sur son bilan et sur les options qu'il entend défendre. Donc c'est toujours cette histoire. Est-ce qu'on est capable, malgré l'Ukraine, d'avoir véritablement le débat que les Français attendent à chaque élection présidentielle? Le débat auquel il va se soumettre aujourd'hui avec des Français à Poissy, dans la ville de Carles-Olive, près de Paris, type grand débat, on s'en souvient, ça ressemble un peu à ce que les Français... ce dont les Français ont besoin. Je crois que ce n'est pas que cela. C'est moins là un débat qu'un dialogue. Quand on dit un débat, c'est une confrontation. C'est une confrontation sur les options, sur les projets, et donc ça passe par une confrontation avec les autres candidats. La guerre favorise le candidat président, c'est un fait. Elle pénalise ses adversaires ou pas. L'écart est du simple au double dans votre sondage Ipsos. 14,5 pour Marine Le Pen, 30,5 pour Emmanuel Macron. C'est énorme à 5 semaines, cet écart. Oui, la guerre, évidemment, en avantageant Emmanuel Macron, pénalise les autres. On voit très bien dans notre panel qu'il prend sur à peu près tous les électorats. Il prend un peu sur Valérie Pécresse, mais pas uniquement. Donc il y a aussi sur les autres. Il prend aussi un petit bout sur Pen, tout à fait, sur Jadot. Donc il y a un effet qui est un effet global. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me frappe le plus, c'est que oui, la guerre affaiblit un certain nombre de candidats, et notamment ceux qui avaient affirmé leur soutien à Vladimir Poutine. Mais il faut ajouter, mais pas tant que cela non plus, ils ne s'effondrent pas. Ils sont affaiblis, ils baissent, vous l'avez dit, Marine Le Pen baisse, d'autres baissent, mais ils ne s'effondrent pas non plus totalement. Ce qui veut bien dire que vous avez des électorats qui sont quand même puissamment structurés, qui sont affectés par cet événement extérieur qui vient percuter la campagne, mais malgré tout, malgré leur prise de position, souvent très en faveur de Vladimir Poutine, eh bien, ils perdent 2-3 points, c'est beaucoup, mais ce n'est pas un effondrement. Ce que vous dites, en fait, c'est que le camp d'extrême droite, oui. Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan, il reste très puissant. Écoutez, il reste quand même dans la zone des 27 à 28%, si vous additionnez l'ensemble de ce camp. Donc c'est une idéologie qui reste très puissante. Mais bien sûr. Votre moi, je crois qu'il y a véritablement, et l'Ukraine le révèle, il y a de toute façon cette opposition, vous pouvez la qualifier comme vous voulez, entre progressistes et nationaux, mais elle est réelle.
il y a quelque chose qui se joue aussi dans ce rapport à l'Ukraine et qui relève d'électorats qui n'ont pas la même vision du monde, qui n'ont pas la même vision de ce que doit être le droit international versus la souveraineté nationale, de ce que sont les intérêts du pays. Et du coup, eh bien, vous avez un effritement ou une baisse, c'est plus qu'un effritement, mais pas un effondrement. Et ça, je crois que c'est très important à avoir à l'esprit. Alors, on va le dire rapidement, mais on y reviendra. Valérie Pécresse, elle continue de baisser. Elle atterrit à 11,5%. C'est une mauvaise passe qui se confirme pour elle. Je voudrais qu'on s'arrête sur Jean-Luc Mélenchon, parce que dans votre sondage, il passe devant Valérie Pécresse. Oui. Et maintenant, quatrième. Donc lui, sa proximité avec Poutine ne lui nuit pas. C'est exactement ce que vous dites. Au contraire, lui progresse. Il est le seul à progresser des adversaires presque de... Alors, il progresse, Non. mais parce qu'il bénéficie aussi du retrait de Christiane Taubira. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a là quelque chose qui peut compenser, malgré tout, potentiellement une érosion. Moi, je crois que pour l'ensemble des candidats qui ont soutenu Poutine, même s'il n'y a pas effondrement, ça va limiter leur extension. Je ne dis pas que c'est neutre. Je dis que le substrat tient, qu'il tient à un niveau encore élevé, mais qu'il est quand même beaucoup plus compliqué pour eux de faire campagne avec l'Ukraine et ce qui se passe aujourd'hui, et ce qu'ils ont dit, que ça ne l'était il y a encore quelques semaines. Donc ce n'est pas un petit événement. Cette question-là, bien évidemment, elle vient aussi s'entrechoquer auprès des candidats qui avaient des positions sur la Russie, sur Poutine, on pourrait dire soit complaisantes, soit en tous les cas qui excusaient beaucoup de choses dans le comportement de la Russie et de Vladimir Poutine. Mais Jean-Luc Mélenchon, lui, progresse. Il progresse à gauche. Yannick Jadot a beaucoup de mal, dans ce contexte, à se faire entendre. La crise environnementale, qui était très forte auparavant dans l'esprit des Français, apparaît comme moins urgente aujourd'hui, en tous les cas à très court terme. On a beaucoup dit que le rapport du GIEC était passé inaperçu la semaine dernière. Tout à fait. C'est un fait. C'est un fait. Et Mélenchon a pour lui d'abord d'avoir un positionnement qui est clair. Il est clair en termes d'idéologie. Et encore une fois, je vous disais que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon nous disent massivement que ce qui les intéresse chez lui, c'est ses idées, beaucoup plus que sa personnalité. Mélenchon, il est affaibli en termes de personnalité. Depuis longtemps, sa popularité a décru. Mais il a un socle électoral qui existe. Il a un positionnement qui est tout à fait clair. L'opposition la plus radicale aux riches, je crois qu'on peut la résumer comme cela. La gauche de rupture. Et ça, les Français le voient bien. Et donc, il y a quelque chose qui continue à fonctionner chez Jean-Luc Mélenchon, là où ses autres concurrents, on va dire, de gauche, ont plus de mal, notamment Anne Hidalgo, notamment Yannick Jadot. Et il a pris le leadership, 12% aujourd'hui, alors que Yannick Jadot, il y a 6 mois ou 8 mois, était devant Jean-Luc Mélenchon. Là, il commence à être clairement derrière. 7,5 de mémoire, tout à fait. C'est ça. La qualité de la campagne de Mélenchon a fait oublier ces écarts entre 2017 et 2022, en fait. Il a réussi ça. Il a réussi cela et il sait ce que c'est qu'une campagne présidentielle, je crois. On voit aussi que vous avez des candidats ou des candidates qui affrontent cette expérience tout à fait particulière pour la première fois, et que quand vous avez l'expérience d'une campagne présidentielle, il y a un certain nombre d'erreurs que vous ne commettez pas. Il a ça pour lui. Alors après, il a des handicaps aussi. Sa personnalité, on l'a vu. La concurrence du candidat communiste, c'est nouveau. Et là aussi, ça limite sa progression. Il progresse. Qui progresse, Fabien tout à fait. Roussel. On a un Fabien Roussel qui est aujourd'hui dans la zone des 4%, devant Anne Hidalgo. Et ce sont des électeurs qui, sinon, en partie, auraient pu aller vers Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a aussi des limites à sa progression. Pour le terme, Anne Hidalgo, elle reste encalminée. Oui, elle est tout à fait encalminée dans cette zone des 2,5-3%, on va dire. Ça ne changera plus. Vous avez justement testé pour la première fois Jean-Luc Mélenchon au second tour, parce qu'il est arrivé quatrième devant Valérie Pécresse. 33-67%, le rapport de force entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. C'est pas à gagner. Non, c'est pas gagné, on peut le dire comme ça. Là, on se retrouve avec une élection dont le second tour serait relativement fermé si on avait ces candidatures-là. Alors que, souvenez-vous, il y a encore 3 semaines, on évoquait avec Valérie Pécresse et sa possibilité à l'époque d'accrocher le second tour, eh bien un second tour qui aurait pu être ouvert. Donc là, nous avons un premier tour qui est ouvert sur la qualification de qui sera qualifié pour le second tour. Mais pour l'instant, en tous les cas, quelque chose qui semble se refermer, ce qui n'est pas forcément bon pour la mobilisation. Si les Français ont le sentiment que l'élection est jouée, ce n'est pas bon pour la mobilisation et ce n'est pas bon, là encore, pour cette scène démocratique qui doit avoir lieu. Brice Teinturier, revenons au haut du tableau. Est-ce qu'il reste 5 semaines? C'est à la fois très peu
C'est très peu, 5 semaines, mais c'est quand même beaucoup. On voit bien que la guerre, elle a commencé il y a 12 jours, on a l'impression que ça dure depuis des siècles. 5 semaines, est-ce que tout peut être chamboulé d'ici là? Écoutez, la guerre vient de nous montrer une fois de plus qu'il faut quand même être très prudent sur ce qui peut se passer. Là, on a eu 4 points qui sont arrivés vers Emmanuel Macron à cause de la guerre, en grande partie à cause de la guerre de l'Ukraine. Je ne sais pas ce qui, pendant 5 semaines, peut se dérouler. Et il faut rester dans le suivi très attentif de cette campagne électorale. Ensuite, nous allons avoir malgré tout des débats, malgré tout une confrontation. Donc un certain nombre de lignes de force se sont posées très clairement, on ne va pas dire le contraire. Aujourd'hui, on voit mal comment Emmanuel Macron pourrait ne pas être qualifié pour le second tour. Mais il peut y avoir de force soubresauts, il peut y avoir des candidats qui baissent encore, des candidats qui arrivent à remonter. Il y a, je l'espère en tout cas, une campagne électorale à l'œuvre, et une campagne électorale, ça produit des effets. C'est ça que les Français regardent, attendent. Ça sera peut-être à l'extrême fin. On aura une cristallisation du vote extrêmement tardive, mais tout n'est pas clairement, définitivement joué, comme nous le mesurons aujourd'hui, bien évidemment. Ouais. Vous aviez dit il y a quelques semaines, ça avait marqué les esprits, c'est une campagne Tefal, rien n'accrochait. C'est une campagne comment maintenant? C'est une campagne qui est marquée par le retour réellement du tragique. Je pense que ce terme a été parfois galvaudé, mais là on peut l'utiliser, avec des Français non pas tétanisés, parce qu'ils regardent cela avec stupeur, avec sidération, avec angoisse, mais pour le coup le retour du politique, il est total, dans une campagne qui n'accrochait pas. Alors ce ne sont pas les thèmes auxquels on s'attendait qui accrochent, mais quelque chose s'est passé, et les Français maintenant sont totalement sur la scène, fixés sur la scène politique et sur ce qui peut se produire dans les jours à venir. Merci d'être venu nous en parler ce matin plaisir. sur LCI.